Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous présente quelques-unes de mes lectures du mois de juillet. D'ailleurs si vous voulez savoir tout ce que je lis en temps et en heure et avoir vraiment tous mes avis sur les livres que je lis, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je mets des stories à la une, que ce soit lecture ou coup de cœur, et puis je fais des posts Instagram sur des livres que je présente pas forcément ici. En fait ça varie entre YouTube, les stories Instagram et les posts Instagram. Vous pouvez retrouver la même chose mais vous pourrez retrouver des livres différents. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser. Si vous aimez bien mes analyses et mes avis, n'hésitez pas à aller sur mon autre réseau social. Aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée et 3 romans. J'ai essayé de sélectionner vraiment une toute petite partie de ce que j'ai lu parce qu'il y a un livre, je sens que je vais passer du temps dessus pour expliquer le pourquoi du comment, je l'ai pas trop aimé. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure 3000 ans. Tout d'abord je voulais vous présenter la bande dessinée Ours, donc de Ben Quinn et Joe Todd Staunton dans les éditions Kinaï. Il faut savoir que voilà, j'ai un amour pour Joe Todd Staunton, vous le savez, vous commencez à me connaître à force de regarder mes vidéos. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mon haul, mon dernier haul livre, parce que je l'avais acheté pendant mon stage. Et en fait c'est tout simplement l'histoire d'un chien qui s'appelle Ours, qui fait partie d'une famille dont tous les chiens ont été des chiens de police, je crois, sauf que lui, son destin va être quelque peu différent puisqu'il va devenir guide pour aveugles. Il adore son métier et il va être associé à un personnage, à un homme qui s'appelle Patrick, qui est du coup aveugle. Et en fait il y a une relation qui va commencer à s'installer entre les deux personnages, le chien et l'homme. Ça va être très mignon, mais un jour, eh bien, Ours perd la vue, un petit peu du jour au lendemain, et du coup en fait Ours a très peur parce qu'il adore son métier, il adore Patrick et il a pas envie de quitter ce paradis. Sauf que Ours, il est conscient qu'un chien aveugle guide d'un aveugle, on va pas rajouter un chien qui guide le chien qui guide la personne. Donc il panique un peu et il va partir dans une aventure pour pouvoir retrouver sa vue, et du coup on va le suivre du coup pendant cette aventure. Ce que j'ai adoré, c'est que en fait on a le point de vue de l'histoire et le point de vue de Ours qui est aveugle et qui va du coup s'imaginer les personnages à qui il parle en fonction de ce qu'on leur dit. Par exemple, il va rencontrer un ours et comme il s'appelle Ours, il va se dire que c'est un chien. Donc il va l'imaginer en chien. Donc des fois quand on aura ce fond noir, ça voudra dire qu'on est sur le point de vue du chien, donc on va voir l'ours en forme de chien. Alors que quand on est sur fond blanc, eh bien on va voir l'ours comme un ours, puisqu'on sera du point de vue du narrateur. C'était vraiment une très belle histoire. J'ai adoré le personnage de Ours, très courageux, conscient de sa position, qui est complètement attaché à Patrick et qui va tout faire pour justement rester auprès de Patrick. A contrario, Patrick lui va aussi chercher Ours parce que Ours s'est enfui. Ça va être deux histoires, enfin deux aventures différentes mais qui ont le même but, qu'ils se retrouvent. Il y a un petit peu de fantastique dedans, ce que je m'attendais pas forcément, mais c'est vrai qu'au vu de la couverture, voilà, et au vu aussi des précédents livres de Joe Todd Staunton, je comprends qu'il y ait un petit peu d'éléments imaginaires dans ce récit. En tout cas, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez avoir une belle histoire, une belle leçon de morale aussi, parce qu'il y a quelques petites leçons de morale et cette alternance de points de vue magnifiquement bien jouée. Craquez pour cette bande dessinée parce que vraiment elle vaut tellement le détour. Je vais la conseiller à foison à la rentrée, c'est sûr. Ensuite on va passer au deuxième tome des Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn que j'ai lu. J'avais lu le premier tome et je vous avais fait d'ailleurs une vidéo comparative entre la série et le premier tome. Je vous ai aussi montré que le livre et la série ne fonctionnent pas du tout de la même manière pour différentes raisons, donc je vous invite à aller voir la vidéo là ou là. Sinon là j'ai lu du coup le deuxième tome qui était concentré sur le personnage de Anthony. Anthony lui il veut trouver une femme
mais il veut pas forcément trouver l'amour. Lui il se dit qu'il devient assez âgé. Comme leur père est décédé depuis un moment et que c'est le fils le plus âgé, c'est un peu lui qui porte la famille, donc il se dit au bout d'un moment va falloir que je trouve une Lady Bridgerton parce que bah voilà, il faut quand même que je me pose, que je sois raisonnable, et du coup il va partir à la recherche d'une femme convenable et pas du tout de l'amour. Vraiment il fait ses calculs en mode ah, elle se tient bien, elle est bien présentable, elle est intelligente, elle sait faire ci, elle sait faire ça, c'est bon, c'est la candidate parfaite. Sauf que vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme d'habitude, puisque ben, dans le premier tome déjà avec Daphné c'était une boule d'embrouille qui a juste continué à avancer. Et bien là, Anthony, il va trouver, on va dire, la femme parfaite. Sauf que cette femme parfaite a une sœur, et la sœur, elle est un petit peu genre... Les garçons, non. Les dragueurs, non. Anthony, non. Et du coup, il va devoir convaincre la sœur de cette femme idéale d'accepter les fiançailles, d'avoir sa bénédiction, sauf que cette sœur, qui s'appelle Kate, n'aime pas du tout Anthony. Elle connaît sa réputation de libertin, à coucher à droite à gauche, et du coup elle veut pas du tout ça pour sa sœur. Donc il va y avoir voilà, plein de péripéties sur Anthony qui essaye de convaincre Kate d'épouser sa sœur. J'ai moins aimé je pense le deuxième tome parce que c'était beaucoup déjà de scènes de sexe, vraiment beaucoup de scènes de sexe, en tout cas plus qu'au premier je trouve. Et en plus il y avait un certain portrait de dominant-dominé. Genre Anthony c'était le dominant et dès qu'il avait décidé d'une chose, il faisait cette chose, et du coup des fois j'étais un peu mal à l'aise en mode ouais enfin bon c'est bien de toi décider de faire des choses, mais c'est un peu toi qui a le bâton quoi, et donc enfin j'ai pas trop aimé ce point de vue là. Après c'était pas non plus horrible, enfin je l'ai lu en 2 jours parce que ça se lit tellement vite les chroniques de Bridgerton, et je vais continuer pour découvrir les autres histoires d'amour, mais j'espère que la prochaine sera vraiment genre une histoire d'amour toute douce et tout, parce que là c'était un petit peu ouais, un petit peu violent, un petit peu dur. Bon par contre il y avait beaucoup d'humour, c'était très marrant, beaucoup plus que le premier tome. Ensuite j'ai lu le 3e tome de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel de Christelle Dabos, dans les éditions du coup Folio, même si je vais les racheter parce que le 4e tome de cette collection ne sortira jamais. J'ai vu le 4e tome en poche avec ce montage approximatif, donc je pense que je vais revendre les 3 premiers et m'acheter le coffret. C'est la seule solution pour avoir le 4e, parce que j'aime pas avoir le 4e dépareillé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans cette situation, mais voilà, moi je suis un petit peu carrée sur mes éditions. Bref, on n'est pas venu là pour débattre sur cette édition. Je ne vais pas résumer le livre parce que j'ai pas forcément envie de spoiler ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes ou alors qui ont lu que le premier tome. Ça a été un énorme coup de cœur. Je pense que c'est mon préféré des 3 que j'ai lus, mais à chaque fois en fait celui que je lis devient mon préféré, donc je pense que le 4e va être encore plus explosif que celui-ci. Là on voit une Ophélie mais s'affirme à 100%, qui devient stratège, qui fait bouger les choses, voilà, on a marre d'être derrière quelqu'un, elle devient indépendante à 100% et elle a ses propres objectifs, elle se la joue un petit peu solo parfois, mais ça fait du bien de l'avoir comme ça, que de l'avoir sous la dépendance d'un homme. Du coup franchement j'ai trop aimé ce 3e tome. On atterrit du coup dans l'Arche de Babel, vous découvrirez qu'est-ce que c'est une fois lu, mais en tout cas c'est un tout nouveau décor avec des tout nouveaux personnages, une nouvelle organisation, tout ça, et c'était vraiment très cool à lire. Moi j'ai adoré le décor qui était installé, j'ai adoré comme je vous ai dit le personnage de Ophélie, mais il y a d'autres personnages qui arrivent aussi, de nouveaux personnages qui font surface. On se perd pas forcément devant la panoplie de personnages, mais c'était cool de voir des nouveaux visages et tout. Clairement cette série je n'arrêterai pas de la conseiller. Alors c'est une série qui est assez étrange je trouve au niveau du rythme. Moi je suis habituée
à des livres où il y a les événements qui s'enchaînent, où voilà, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de péripéties et limite on n'arrive pas à respirer. Moi j'aime beaucoup ce genre de récit, c'est ce qui est de plus courant je dirais. Par contre celui-ci, je pense que je suis complètement addict à la plume de Christelle Dabos parce que on peut pas dire que c'est un tome ou alors des tomes qui sont mais remplis d'action, où à chaque chapitre il se passe quelque chose, c'est pas ça. Il se passe en soi très peu de choses dans un tome, il y a très peu de révélations, il y a quand même des révélations, des retournements de situation, mais c'est moindre par rapport à ce que j'ai déjà lu, et pourtant je le dévore à chaque fois. Elle a une manière d'écrire très fluide, ce qui fait que vous enchaînez les pages sans vous en rendre compte, et du coup je suis complètement amoureuse de cette plume, alors que je peux comprendre que certains n'aiment pas du tout parce que il se passe pas énormément de choses, que Ophélie occupe beaucoup des pensées du livre, même si on voit de temps en temps d'autres points de vue, ouais, je peux comprendre que certains peuvent s'ennuyer. Ça je l'accepte totalement, mais moi je me suis absolument pas ennuyée et j'ai l'impression que les actions arrivent au bon moment, les révélations arrivent au bon moment, les retournements de situation n'arrivent jamais quand on veut, et quand ça tombe, et on est toujours étonné. Donc clairement j'adore le rythme de ces romans, j'adore la plume de Christelle Dabos, et si vous avez toujours pas découvert qu'est-ce que la passe miroir, mais foncez, parce que c'est un univers complètement imaginaire. En plus c'est une autrice française, donc raison de plus pour lire cette série. Et je vais finir cette vidéo avec malheureusement une déception pour moi-même et pour le livre. Il s'agit du 4e tome de la saga Red Queen de Victoria Aveyard dans les éditions du Masque. C'est le 4e et dernier tome du coup de la série Red Queen. Alors, je vais un petit peu tout vous expliquer parce que mon avis s'explique par rapport au passé que j'ai avec cette série. Faut savoir que j'ai lu le premier tome il y a tellement longtemps. Vraiment ça a été un gros coup de cœur. Dès que j'ai lu, j'ai adoré. Je me souviens de la plume qui était assez fluide. Moi qui avais enchaîné le livre, qui avait lu le 2e direct après je crois, le 3e en suivant, mais c'était il y a très longtemps. Je pense qu'il y avait 3-4 ans. Quand il est sorti le 3 en français, je l'ai lu. Et après, j'ai fait une pause de 3-4 ans avant de lire ce gros pavé qui est le 4e. J'ai toujours conseillé Red Queen dès qu'on me demandait une saga avec un petit peu de dystopie, un petit peu de fantaisie, un petit peu de nouveau monde de royauté. Je conseillais Red Queen parce que j'avais le souvenir que moi j'avais adoré ce livre et que je l'avais dévoré, mais vraiment en très peu de temps. Sauf que quand je suis arrivée à ce 4e tome, eh bien je me suis pris une claque les gars, parce que je me souvenais plus de la plume de l'autrice, je me souvenais plus forcément de son style, de comment se passent les choses, enfin voilà. Et clairement j'ai une grosse déception déjà dans un premier point sur l'écriture. Une écriture longue, lourde, avec des détails qui sont pas forcément nécessaires, avec toutes les pensées retranscrites. C'est-à-dire que Mar a envie de faire pipi, ça va être écrit. C'était vraiment très long, des passages que je lisais en diagonale parce que j'avais pas besoin de savoir le pourquoi du comment, des questionnements qui ont été faits pendant les 3 premiers tomes qui n'ont pas lieu d'être à ce moment-ci, dans ce 4e tome. Donc ouais, déjà j'ai eu une grosse déception sur cette écriture. Alors je sais pas si c'est que le 4e tome et que les 3 premiers ça va. Moi c'est vrai que j'avais ma belle-sœur Margot qui a lu du coup les 3 premiers tomes, et j'ai lu le 4e pendant qu'elle lisait le 3e, et elle me disait que c'était pareil, que le rythme était très lent, que beaucoup de détails, beaucoup de descriptions, une plume assez lourde, donc c'est vrai qu'elle avait pas trop apprécié à cause de ça. Donc je me dis que c'est pas forcément que dans le 4e. Déjà de base on commençait le livre dans les premiers chapitres avec une déception sur cette manière d'écrire.
Mais la déception ne s'est pas arrêtée là, puisque dans ce 4e tome, la première partie du 4e tome, qui représente du coup la moitié du livre, c'est tout simplement les conséquences du tome précédent. Mais non, non, tu peux pas faire la moitié de ça avec les conséquences du tome précédent. Tu fais quelques chapitres si tu veux, mais tu peux pas faire la moitié d'un livre. Surtout quand le livre, c'est une bricasse comme ça. Et du coup, ben, tout se résout en une autre moitié. Et encore la bataille finale, parce qu'il y a toujours une bataille finale à la fin de ces séries-là, est en 20 pages. Et genre, tout se règle en 20 pages. Et hop, t'as l'épilogue. L'épilogue que j'ai pas trouvé intéressant. Et c'est tout. Et voilà. Et j'étais un peu sur le cul en mode... Quoi? Genre, j'ai lu tout ça, j'ai lu 3 tomes avant, pour que tu me dises ça se finit en 20 pages. Et j'ai été très très déçue de la fin parce que ben, c'est une fin non aboutie pour moi. Parce que il y a des personnages qui n'ont pas eu une fin respectable. Des relations entre des personnages, que ce soit amitié ou amour, qui n'ont pas été finalisées. Genre en mode, c'est une fin grande ouverte, en mode, faites ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé. Et ça a été la déception de ce 4e tome. Donc je pense que cette série-là, aussi, il faut mettre entre parenthèses, je pense que cette série-là est bien en soi si vous commencez par celle-ci. Si vous avez déjà lu Shade of Magic, les Geisha, j'en ai pas d'autres en tête, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, les Akotar également, eh bien, ça va vous paraître tellement fade de lire ça à côté, parce que ça vaut pas tout ça. En première série, je pense que ça peut être hyper intéressant parce qu'encore une fois, l'univers de base, je le trouve très intéressant. J'ai le souvenir d'avoir adoré les 3 premiers tomes, donc je vais pas cracher dessus. Par contre, je les relirai jamais parce que peut-être que c'est aussi le souvenir d'une Charlotte qui avait pas encore lu les Akotar, les Geisha, les Shade of Magic et les Chroniques lunaires et voilà, toutes ces séries-là qui ont vraiment beaucoup marché. Et du coup, j'avais pas lu tout ça et je trouvais ça tellement bien, Red Queen. Peut-être qu'aujourd'hui, si je lisais, je me dirais... bof en fait, parce que au final j'ai lu ce tome là après avoir lu de très très bons livres et ça n'a pas fait, une grosse déception. Vraiment, je pense que ce qui m'a le plus déçu c'est la fin, parce que il y a quand même une bricasse de je crois 600-700 pages après 3 tomes aussi qui sont assez imposants, enfin qui sont de plus en plus imposants, et finir avec 20 pages de combat final, d'épilogue, de finalisation de tout. T'es là en mode non, non, t'aurais pu faire quelques chapitres en plus, enlever quelques chapitres de conclusion de conséquences du tome précédent et rajouter quelques chapitres à la fin, juste pour conclure certaines choses, pour conclure certains personnages, pour conclure certaines relations, pour conclure certains détails sur la vie après la bataille. Donc ouais, j'ai été assez déçue sur ce 4e tome et je m'en fais un petit peu parce que c'est vrai que j'ai chanté les louanges de Red Queen parce que moi je me souvenais que c'était un truc de dingue, mais ce 4e tome, et apparemment c'est pas que le 4e, comme je vous l'ai dit, il y a sûrement le 3e, le 2e a paru long à tout le monde alors que moi ça allait, c'était pas mon préféré mais ça allait. Donc clairement je saurais pas quoi vous dire. Si vous me demandez mon avis sur la série Red Queen, je pourrais pas vous donner d'avis parce qu'au final je suis en mi-molle. Les 3 premiers tomes que j'ai lus il y a 4 ans, j'ai bien aimé. Celui-là que j'ai lu maintenant, j'ai pas aimé. Donc voilà, voilà un petit peu la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire quelles sont vos lectures en ce moment. Et dites-moi si vous avez lu du coup Red Queen et qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que je serais aussi curieuse de débattre autour de ça et de savoir s'il n'y a que moi qui ai un avis aussi tranché entre les 3 premiers tomes et le dernier, ou s'il y en a d'autres qui ont vécu la même expérience d'avoir commencé la série bientôt et au fur et à mesure de se rendre compte que non en fait c'est pas forcément exceptionnel.
Donc voilà, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, dans une semaine ou dans 2 semaines. En tout cas je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, bye.